Je vais demander aux 4 intervenants suivants pour la table ronde donc sur le on fait quoi, sur le passage à l'action. Concrètement, on fait quoi? Donc Cédric Arcos pour la région Île-de-France, Thibaut Deschamps, le président du programme Vivons en forme, Juliette Gatignon d'Unicité et Eudes Ménager pour l'incubateur Adrénaline. Installez-vous, mettez-vous comme vous voulez. Allez-y, allez-y. Alors, on va faire un petit tour de table d'abord. Donc Juliette, Unicité. Rappelez-nous qui est Unicité. Unicité, c'est une association qui va bientôt avoir 25 ans et qui a inspiré ce qui est devenu le service civique en France. C'est parti d'étudiants, de jeunes. Hein. Oui, de jeunes étudiantes de l'ESSEC qui ont voulu importer en France quelque chose qui se faisait aux États-Unis. Et c'est le fait de mobiliser, que des jeunes se mobilisent en mélangeant les origines sociales, culturelles, pour agir ensemble pour leur communauté, pour la collectivité, et que ce soit une expérience de mixité et de transformation personnelle, mais aussi de la société, avec un regard porté sur la jeunesse et un impact des jeunes sur la société qui soit remis sur le devant de la scène. Et donc Unicité, aujourd'hui, voit passer 8000 jeunes en service civique parmi les 140 000 qui sont maintenant bénéficiaires de cette politique publique en France. Et le service national universel va venir digérer tout cela, transformer, transcender peut-être? On verra. C'est une victoire pour vous, quelque part. C'est une victoire si les promesses du service national universel, qui sont de donner le goût par la phase obligatoire aux jeunes d'un engagement volontaire de longue durée, sont tenues. Là, ce sera une très belle victoire. Mais déjà que les jeunes puissent entendre parler d'engagement de façon obligatoire, c'est quelque chose de positif. Très bien. Vivons en forme. Vivons en forme. Ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aux jeunes. Le cri est beau, mais quelle est la réalité derrière? Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, par rapport à votre question, Christophe, donc c'est un programme qui est né il y a maintenant un peu plus de 25 ans dans les Hauts-de-France et qui a démontré qu'en fait, en mobilisant les collectivités, donc la niche écologique, l'environnement de vie des familles, on pouvait faire reculer la prévalence du surpoids et de l'obésité des enfants. Et donc c'est un programme qui a été essaimé aujourd'hui en France et qui mobilise aujourd'hui 252 communes et qui vise à toucher les enfants, les familles et les seniors. Donc en se focalisant, comme c'était dit tout à l'heure par Madame Gauthier, sur donc dès le plus jeune âge. Donc on touche aujourd'hui 252 villes et un peu plus de 550 000 enfants indirectement, parce que l'idée c'est de monter en compétence la richesse locale. Donc toutes les personnes qui encadrent, donc des personnes qui encadrent la petite enfance, tout ce qui touche à la restauration scolaire, tout ce qui touche aux centres communaux d'action sociale, donc aux personnes qui s'occupent de la vulnérabilité sociale. Et c'est de se dire, on va monter en compétence, on va faire de l'empowerment, on va monter en compétence donc la richesse locale en formant, en les accompagnant sur des sujets et en utilisant notamment des techniques peu utilisées en France, mais beaucoup dans les pays anglo-saxons, le marketing social. Très bien. Merci beaucoup. Adrénaline. Alors Adrénaline, c'est le nom de la fille de Vercingétorix dans le prochain album d'Astérix. Ça va vous faire une pub formidable, ça. Hein. Oui, j'ai vu ça. Oui. Mais vous, c'est un incubateur, mais un incubateur de quoi? Alors effectivement, c'est un incubateur accélérateur de projets innovants, donc effectivement dans la santé numérique et tout ce qui concerne effectivement les médias interactifs et immersifs, étant donné que mon parcours est double et mixte. Je suis médecin et je suis également donc un concepteur depuis une vingtaine d'années donc de médias interactifs et immersifs, le jeu vidéo, en analysant également dans un groupe de recherche clinique donc l'impact donc des écrans. Et de ces médias interactifs et immersifs, le jeu vidéo, le e-sport, le serious game, bon et mauvais côté du jeu vidéo. Et donc j'ai voulu effectivement accompagner à la fois donc l'émergence d'innovation et en même temps une innovation, on va dire contrôlée et respectueuse d'une responsabilité citoyenne. On va certainement en parler tout à l'heure. D'accord. Merci docteur, merci beaucoup. Alors l'invité surprise, si j'ose dire, Cédric, parce que vous venez de la région Île-de-France, mais la région n'a pas de compétences en santé. Alors de quoi se mêle-t-elle ? Alors, la région Île-de-France, effectivement, Christophe Barbier n'a pas de compétences directes en santé, même si c'est un budget de près de 300 millions d'euros chaque année, puisque la première grande compétence en matière de santé, c'est la formation des professionnels de santé, puisque la région est compétente pour gérer tous les instituts de formation. Donc on est compétent sur la préparation de l'avenir du système de santé. Mais au-delà, en fait, on a une volonté d'agir sur la santé. Pourquoi ? Parce que, en un mot, la santé, elle est au cœur pour nous de la politique de cohésion
du territoire, mais aussi et surtout de la préparation de son avenir sur le territoire. Sans santé, sans cohésion et sans un bon accès à la santé, sans incidence, on va en parler, et sans action directe sur les jeunes, et ben pas de développement économique, pas de structuration, pas d'attractivité sur le territoire. Donc voilà une fonction qui est vraiment pour nous vitale à tous les sens du terme et sur laquelle on a choisi d'investir, de s'engager et surtout d'avoir une action, je crois, assez innovante pour préparer l'état de santé de la population de demain. Et l'Île-de-France était la région la plus jeune de France. Absolument. Pour vous donner quelques chiffres, c'est 3 millions de franciliens qui ont moins de 20 ans. C'est un quart de notre population. Donc c'est pour nous un sujet qui est assez majeur. Et c'est surtout une population qu'on a dans nos lycées. Là aussi, la région est en prise directe avec la jeunesse. Et puis, d'un point de vue également des compétences, on parlait tout à l'heure des compétences en matière de santé. En matière de sport, la région est extrêmement engagée également, puisqu'elle partage avec les pouvoirs publics le chef de fila en matière de sport. Et elle est très engagée, on vient d'en parler il y a un instant, sur la question des Jeux Olympiques Paralympiques, puisque la région est le deuxième financeur avec plus de 250 millions d'euros de financement direct sur cet événement. Donc c'est tout un tas d'éléments, de briques qui sont posés, qu'on essaye aujourd'hui de rendre cohérentes pour, encore une fois, avoir une action positive sur le territoire. Merci beaucoup pour cette présentation. C'était important de voir, chacun dans vos domaines très différents, comment on peut faire converger un peu la réflexion. Alors, Juliette, en quoi Unicité peut s'empare déjà de la problématique de santé chez les jeunes? Vous partez du service civique, donc plutôt l'idée d'aller aider les autres, mais c'est aider les jeunes à être en santé ou c'est vos propres jeunes dont il faut surveiller la santé? J'ai envie de vous répondre les deux. Puisque donc aujourd'hui, on va intervenir sur deux axes. On va effectivement avoir des jeunes qui sont en mission chez nous. On en a 300 depuis 2 ans sur un programme qui s'appelle Repère Santé. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir d'autres jeunes, des jeunes de l'école primaire jusqu'à des étudiants. Ils vont au-devant d'eux et ils vont leur parler de santé. Ils vont leur parler de prévention santé de 2 façons. La première façon, c'est un parcours. Donc, ils vont leur proposer à des petits groupes d'une dizaine de jeunes de se poser des questions sur leur santé, de définir des thématiques qui les intéressent et ensuite, à travers des jeux, une approche ludique. On parlait de jeux déjà ce matin. Donc, quelque chose de complètement décomplexé et de pair à pair, de se poser les bonnes questions. On retrouve ce que Christelle Gauthier nous expliquait tout à l'heure, de pair à pair, hein, c'est important. Voilà, et d'avoir envie d'aller plus loin après, de se prendre en main, de se poser les bonnes questions, de se prendre en main. Donc ça, ils vont faire ça. Et puis ces mêmes jeunes dans le programme Repère Santé, ils vont faire aussi de la prévention en milieu festif, comme on a pu aussi en entendre parler ce matin. Donc aller au-devant des jeunes au moment où ils font la fête, dans une approche positive, hein, pas de morale. Et c'est ça aussi la force des jeunes, hein, c'est que du coup, il n'y a pas de préjugés, ils ne représentent pas une institution, ce sont des jeunes qui parlent à d'autres jeunes. Et voilà, aller leur délivrer des messages de prévention et puis voilà, s'assurer qu'ils ne se mettent pas en danger, ni au moment où ils les voient, ni par la suite. Alors, il touche quelle thématique en milieu festif? C'est uniquement ne pas prendre le volant si on a bu un verre, ou c'est aussi la soirée qui se termine avec un partenaire dans une chambre, ou c'est aussi les drogues qu'on peut essayer parce qu'un copain a tendu une gélule? L'ensemble de ces thématiques. Ils abordent tout. Oui, tout à fait. L'ensemble de ces thématiques. Et quel retour ils vous font là-dessus? C'est-à-dire qu'il y a une écoute en milieu festif ou même en n'étant pas moralisateurs, ils sont quand même importuns, quoi. Voilà, on vient poser des questions alors qu'on est là juste pour s'amuser, s'éclater. C'est pas simple. C'est pas forcément simple au départ. Le aller vers est pas forcément simple. On forme les jeunes à faire ça. Parce qu'on peut se dire, et c'est des choses qu'on entend, mais attendez, vous envoyez des jeunes parler de santé, c'est pas des professionnels. Les jeunes en service civique sont pas des professionnels. Justement, ils vont permettre de faire un lien et d'avoir une approche différente. Et donc petit à petit, en fait, ça se passe bien. Et les retours sont excellents puisque nos jeunes, l'année dernière, en milieu festif, ont réussi à toucher, c'est-à-dire avoir un échange avec plus de 32 000 jeunes voilà, à la sortie des boîtes de nuit, des bars, enfin dans les lieux, dans les soirées étudiantes, etc. Donc c'est pas facile. On prépare les jeunes à ça, on les accompagne, mais ça marche puisque derrière, effectivement, ils touchent pour de vrai des jeunes et ils peuvent faire passer des messages. Le message passe. Quel est le message qui vous remonte? Quelles sont les zones de péril pour vous? Sur quoi faut-il être très vigilant? Sur les 2 actions qu'on a, sur les parcours santé et sur cela, les questions des jeunes et ce qui nous remonte, c'est beaucoup des questions autour de la vie affective et sexuelle, on va dire, autour des addictions. Et puis on commence à le voir aussi autour de tout ce qui va toucher à la sphère de l'écran, du harcèlement, de ce qu'on appelle, nous, la citoyenneté numérique. D'accord. Voilà. Parce que dans l'étude qu'on a vue ce matin, l'étude de mec.org, on voyait que cette dimension, quand on interroge les jeunes sur leur santé, était un peu niée.
Les écrans, c'est autre chose. On ne vient pas leur parler des écrans comme problème de santé. Autant ils abordent le harcèlement, autant ils abordent les problèmes de santé mentale, autant les écrans, c'est un peu nié. Vous, ce que vous avez sur le terrain, c'est que ça commence à s'éveiller. Ça commence à s'éveiller, et ça commence à s'éveiller quand on donne le temps au temps pour que ça s'éveille. C'est-à-dire que dans les parcours santé qu'animent nos jeunes, vraiment la première séance qui dure à peu près 2 heures, il y a 2 ou 3 jeunes en service civique, donc ils sont face à des jeunes qui ont à peu près leur âge et qui vont commencer avec des jeux. On a un petit jeu de cartes, à se poser des questions. On a conçu des jeux en fait pour ça spécifiquement, et puis on se sert aussi d'outils qui peuvent exister. Et avec ces questions-là, finalement, on amène les jeunes qui bénéficient des ateliers à se dire oui, peut-être que là il y a un sujet, peut-être qu'il y a quelque chose. Et en creusant doucement et en amenant ça par le jeu, et pas en disant alors aujourd'hui on va parler des écrans parce que vraiment c'est pas bien. Voilà, on fait prendre conscience de ces choses-là, et ce sont des choses qui remontent petit à petit. Et puis ça remonte aussi, cette question-là, au-delà des jeunes qu'on va rencontrer. Ça, c'est des demandes qui nous sont beaucoup faites par les professionnels, puisque nos jeunes en service civique, ils vont pas dans la rue constituer ces petits groupes-là. Ils vont intervenir dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, dans des MJC, dans des missions locales, dans des foyers de jeunes travailleurs. Et donc ils sont aussi en lien avec les professionnels qui leur demandent de venir intervenir. Et ça, c'est une question qui revient vraiment, et beaucoup à l'école. Et vous servez de relais sur ces questions-là. Voilà, on sert de relais. La problématique nutrition, obésité, vous la retrouvez aussi, ou elle est plus secondaire ? Elle est plus secondaire. Ouais. On a d'autres programmes qui travaillent, on a un programme qui s'appelle Les Vitaminés, où on va vraiment aller travailler ça. Mais celle-là, non, elle remonte pas beaucoup dans les ateliers. Alors on va passer à Thibaut, qui lui, au contraire, avec l'action commencée dans les Hauts-de-France est très importante sur ce sujet-là. Si je veux être ville partenaire ou ville témoin, qu'est-ce que je dois faire ? Alors donc c'est assez simple. Aujourd'hui, donc c'est un engagement de la ville dans la durée. En général, on a un engagement sur la durée d'un mandat. Donc c'est d'abord un engagement, une décision politique, la nomination d'un binôme, un élu. Donc un élu qui vient ou du monde de la santé, du monde de la jeunesse, de la politique de la ville, ou voilà, un élu qui se mobilise là-dessus, puis un technicien dans la ville ou à l'échelle de l'intercommunalité. Un chef de projet, quoi. Voilà, un chef de projet. Et ce binôme va animer en fait un comité de pilotage que on va nourrir, et on va commencer d'abord par faire un petit état des lieux, un audit de la ville en fonction de ses besoins, si elle a ou pas des quartiers politiques de la ville, si elle a en termes de répartition, de nombre d'écoles, et si par exemple la cuisine au niveau de la restauration scolaire est en délégation de service public, si elle est autogérée, etc. On va faire un état des lieux. Et puis ensuite, on va proposer un certain nombre de thématiques par rapport au patrimoine de l'association. On a bon nombre de thématiques sur 3 grands champs. L'activité physique, d'accord, et la prévention de la sédentarité, tout ce qui est lié à l'alimentation, donc historiquement c'est là où il y a le plus de thématiques, et puis tout ce qui est lié aussi au bien-être, donc avec le sommeil, notamment le sommeil des enfants. Et on développe depuis maintenant 3 ans aussi des sujets spécifiquement liés aux personnes en vulnérabilité sociale. Donc on a développé, et on travaille notamment avec l'INRA, sur un programme qui s'appelle Opticourse, qui permet aux gens à être accompagnés pour être orientés de manière plus pertinente leurs courses alimentaires. Donc au moment des achats, que la logique pouvoir d'achat n'entraîne pas l'achat de junk food, comme on dit, mais au contraire puisse se concilier avec la qualité. Tout à fait. Je peux, pour 50 € de course, je peux avoir une qualité nutritionnelle qui est meilleure ou moins bonne. Je peux tenir compte des étiquetages qui existent, mais les ça ne suffit pas. Etc. Voilà, mais ça ne suffit pas, évidemment. Et donc, je vais aller vers des produits un peu plus bruts. Donc, en complément, on amène on forme et on accompagne des gens pour retravailler des produits bruts et cuisiner malin avec des produits, à retravailler. Voilà. Au bout d'un moment, ils deviennent autonomes ? Alors, l'idée, en fait, on fait, si on peut parler un peu technique, on fait du B2B2C en prévention. C'est-à-dire qu'on va former les gens, l'ensemble des acteurs associatifs. On peut travailler avec des centres sociaux, avec les Restos du Cœur, on peut travailler avec l'ensemble des services de la ville. Et l'idée, c'est de transformer et que la richesse, elle est dans la collectivité. La solution est locale en prévention. D'accord. Voilà. Et donc, nous, on est convaincus qu'elle doit se faire dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça, notamment, qu'on a développé un sujet qui intéresse beaucoup les pouvoirs publics, une thématique autour des 2000 premiers jours de vie. Parce que, comme ça a été dit tout à l'heure par M. Terré et Mme Gauthier, sur l'importance de toucher très tôt les enfants. Ouais. Donc, dans le 0 à 5 ans,
On sait qu'aujourd'hui, le microbiote se construit avant 3 ans. Donc c'est le kilo et demi de bactéries que nous avons dans notre ventre. Et qui vaut notre cerveau, voilà, nous dit-on aujourd'hui. Exactement. Voilà, comme le docteur Eudeménager le dirait mieux que moi. Et puis surtout, on a un certain nombre d'apprentissages moteurs et d'accompagnement pour être bien guidé dans les premières années de la vie avant 5 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre le paquet. Et c'est pas forcément évident parce que on prend l'exemple, on citait tout à l'heure les professeurs d'EPS. Ben, il y en a en collège-lycée, mais il n'y en a pas en primaire, quoi, par exemple. Mais, donc il y a d'autres choses à faire en périscolaire, en périéducatif, mais c'est pas facile. Mais sur le tout premier âge, la puériculture, là, on a affaire à des médecins, très souvent, et puis la nourriture, elle est un peu téléguidée, ces biberons, ces petits pots, enfin, on n'a pas tellement de latitude. Oui, mais la maman peut être un relais formidable dès la conception. C'est pour ça qu'on a une thématique sur les femmes enceintes. Comment demain, en faisant un peu plus d'activité physique, en dormant mieux, en mangeant mieux, en étant enceinte, je vais pouvoir avoir un accouchement, quel qu'il soit, qui se déroule de la meilleure manière, et comment je vais pouvoir, encore une fois, préparer au mieux mon enfant à venir. Donc il y a des solutions avec les PMI, avec les crèches, avec l'ensemble des acteurs qui entourent la famille. C'est le programme EPOD, ça ? Alors qui est devenu maintenant Vivons en forme. Parce que plus approprié pour des élus, plus concret. L'obésité, c'est une pathologie et c'est compliqué de porter un programme politique. Donc l'idée, c'est de vivre en forme dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024. Et puis de vivre surtout 100 ans. Et puis de vivre, voilà, exactement. Pour les Jeux Olympiques de plus tard. Exactement. Combien de villes ? Alors 252 villes, et puis on est en recrutement, et l'idée c'est que aujourd'hui une ville finance 20% du coût du programme. Et le reste, ce sont des mécènes qui interviennent dans une démarche éthique, et donc c'est ce qui fait un peu notre particularité en santé publique. Mécènes locaux, ville par ville, ou des mécènes de votre action ? Des mécènes nationaux, parce que nous sommes convaincus que la santé, c'est notre bien le plus précieux, ça a été dit aussi par madame, et que voilà, tout le monde a intérêt à s'occuper et ça a été dit aussi par monsieur Arcos, tout le monde a intérêt à s'occuper de ce bien le plus précieux, et qu'on soit acteur public, privé ou institutionnel, on a toutes et tous notre pierre à apporter à l'édifice. Dernière question sur la qualité de la nutrition. Bon, c'est une chose de lutter contre les plats cuisinés trop salés ou trop gras, la junk food américaine. Mais est-ce que vous ne butez pas, et là je pense aussi aux Hauts-de-France, sur les traditions culinaires locales, où au bout d'un moment, c'est quand même pas forcément bon pour la santé, mais d'abord c'est très bon au goût, et il y a une dimension culturelle. Je rejoins pleinement, mais il y a aussi une dimension plaisir. Oui. Je viens d'une région où on parle des frites. Je ne vais pas interdire, et je n'ai pas vu le Nutri-Score pour l'instant sur les portions de frites. Peut-être que ça va venir, mais ça va être un peu compliqué. Ça doit être quelque part vers XYZ, je pense, la bonne lettre. Mais encore une fois, c'est de réguler. Et juste pour vous donner un exemple, quand on a travaillé sur les portions alimentaires, et notamment sur les gourmandises, je vous donne 2 exemples. La main est la partie du corps qui grandit le plus proportionnellement avec la croissance de l'enfant. Donc plutôt que d'interdire, comme ça a été très bien dit par le professeur Ruffo ce matin, les chips, c'est ce qu'un enfant peut prendre, sa main ouverte, tournée vers le haut, pas plus. Donc on n'interdit pas. Et des bonbons ou des barres chocolatées, c'est ce qu'on peut tenir main fermée vers le bas. Et la main d'un enfant de cycle 1 n'est pas la main d'un enfant de cycle 3. Donc on régule, on accompagne plutôt que d'interdire. Ah oui. Ouais, non. Docteur, alors on l'a vu avec Unicité, bon les écrans, on commence à en parler, oui. On l'a vu dans l'étude ce matin, c'est quand même un peu marginalisé par les jeunes eux-mêmes qui ne veulent pas qu'on les attaque par ce biais-là, même si quand ils abordent les problématiques de harcèlement, c'est évidemment le bashing sur Instagram, c'est aussi cela qui circule. Alors vous déculpabilisez comme le professeur Ruffo, vous culpabilisez, vous inquiétez ? Alors effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on porte un projet qui est mixte, c'est-à-dire qu'on porte un laboratoire donc, de neurosciences autour d'une triptyque qui est le stress, la dépendance et la performance. Donc on en a un peu parlé aujourd'hui. Donc ça c'est la base. Et sur une verticale, on s'intéresse effectivement aux écrans. Donc autour effectivement donc d'un engagement qui sera probablement une société coopérative, donc d'intérêt collectif pour tous ceux qui veulent rejoindre effectivement ce courant qui s'appelle ES 4.0 Tour, le Tour de France 2020-2024, c'est d'actualité. L'objectif aussi, c'est d'accompagner effectivement tout ce que font les acteurs aujourd'hui autour effectivement donc à la fois effectivement de la nutrition, de l'activité physique, on en a parlé. Un peu plus du sommeil. Donc le sommeil, c'est un élément important et à mon sens, effectivement, on n'en parle pas assez. Donc puisque c'est la base en fait de tout. Donc puisque c'est le régénérateur du corps et on l'oublie souvent. Donc moins on dort, et bien plus on est fatigué. Donc moins on bouge.
Donc plus on mange parce qu'on va chercher du sucre, de l'énergie, donc plus on a tendance effectivement à être dépendant au sucre, à grossir. Oui, d'accord. Mais le temps d'écran, il est pris sur le temps de sommeil, très souvent. Et oui, bien sûr, complètement. Et donc effectivement, ce ES 4.0 Tour, on va s'intéresser à l'éducation, c'est le E. Donc des écrans, et au sens large, on va surtout parler du e-sport, puisque c'est un phénomène mondial qu'on ne peut pas arrêter aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de ne pas d'aller en frontal, on l'a dit, c'est d'être intelligent, c'est d'accompagner l'éducation par des activités ludopédagogiques, donc les amener à réfléchir autrement, et effectivement capter les audiences qui sont les plus difficiles à capter, c'est-à-dire, et celles qui jouent le plus, c'est-à-dire les 12-24 ans. Donc le S4.0, le S4, c'est parce qu'il y a effectivement le e-sport, mais il y a le sport, c'est important, donc la santé, et la sécurité des pratiques. Sécurité des pratiques, c'est permettre effectivement aux adultes qui ne comprennent pas ce phénomène, donc de mieux l'appréhender, de réfléchir sur comment justement mieux partager le temps avec mes enfants, parce qu'effectivement, quand on ne comprend pas, on est plutôt dans l'opposition ou la fuite. Donc l'objectif, c'est de récupérer le terrain. Donc amener effectivement donc tout simplement des bonnes pratiques, et donc on fait effectivement donc des réunions, des conférences, et l'objectif c'est effectivement donc d'amener tous les acteurs, et avec évidemment chacun sa particularité, sa spécificité, sa compétence, on n'est pas là pour tout faire, et de créer des événements ludopédagogiques en faisant évoluer aussi les comportements des éditeurs, donc ou des éditeurs de logiciels ou des éditeurs de jeux vidéo, parce que le e-sport c'est du sport, donc c'est du sport électronique, c'est-à-dire du jeu vidéo de compétition, donc on peut y passer des heures, en plus il y a de l'argent à gagner, donc c'est pour ça qu'on en parle davantage, c'est qu'il y a une dépendance multiple à ce phénomène. Et la gloire mondiale, parce qu'on a des fans sur toute la Terre. Et ça peut aller très vite si on est très bon, donc évidemment, et la chute peut être très lourde. Donc l'objectif c'est effectivement sécuriser les pratiques de nos enfants, sécuriser la pratique des adultes, parce qu'on est tous effectivement hyper connecté, et donc le maître mot c'est l'hyperconnexion. Moi-même je suis un enfant de hyper connecté, donc j'ai été obèse, donc hyper connecté, hyper actif, et j'ai eu des difficultés effectivement scolaires. Je suis devenu médecin, je m'occupe des neurosciences. Vous voyez, on peut même quand on est en échec pouvoir effectivement faire une sorte de pivotement. Et qu'est-ce qui a fait ce pivotement dans votre parcours, vous ? Un jour, vous êtes dit bon, c'est pas possible. Alors il y a plusieurs choses. Je pense que le sport a été un vecteur évidemment important. Donc, comme on l'a dit aujourd'hui, le sport c'est essentiel, l'activité physique de façon générale, mais quand les jeunes effectivement poussaient davantage, raccrocher les écrans. Donc avoir un cadre de vie, parce que quand les adolescents n'ont pas de cadre, c'est aussi parce que peut-être qu'on n'a pas été suffisamment structurant, donc présent. On ne les a pas suffisamment accompagnés effectivement à bouger, à avoir d'autres activités. Effectivement, l'écran, ça captive. On parlait à mon époque, avant le jeu vidéo, qui arrivait à peu près aussi à mon époque, de la télé. On éteint la télé. Mais la télé, ça captive, on est passif. Le problème du jeu vidéo, par exemple, ou des écrans, c'est qu'on est actif. Et en plus, il y a le regard des autres. Donc, on essaie toujours d'être le meilleur. Enfin, ce que actif l'on pense et être interactif. Le meilleur. Voilà, exactement. Et donc, on est capté longtemps. On ne voit pas le temps passer, ce qu'on appelle en neurosciences une stase donc attentionnelle, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le temps ne passe pas. Et puis on s'amuse. Et en fait, c'est déjà le matin. Et donc, on n'a pas dormi. Et on doit aller à l'école. Et donc, ça provoque un isolement potentiel pour certains. Donc, mais c'est aussi potentiellement le jeu vidéo aussi une force parce qu'on l'utilise en médecine, on l'utilise dans la pédagogie. Et c'est pour ça que je parle de bonnes et de mauvaises pratiques. C'est où mettre le cadre, combien de temps, quoi jouer, comment le jouer, avec qui jouer, pas être isolé, le faire collectivement. Alors, on le fait de plus en plus collectivement en virtuel, mais j'incite effectivement, et c'est pour ça que je veux monter ces événements ludopédagogiques, donc avec les différents acteurs, pour montrer qu'il y a d'autres pratiques autour effectivement du virtuel qui sont collectifs. Donc il y a plusieurs acteurs qui rentrent effectivement dans le groupe pour permettre effectivement de changer la vision aussi du jeu vidéo, qui est le jeu vidéo canapé, avec effectivement ma pizza et mon coca. Donc c'est toujours d'actualité, donc mais évidemment ça change, et ça change avec effectivement, on va dire, un courant de professionnalisation aussi du e-sport, et donc on pousse aussi donc à cette professionnalisation, mais ça atteint aussi les sportifs de haut niveau, puisque très récemment l'INSEP a sorti une étude sur ces sportifs, jeunes sportifs de haut niveau, ces internes, qui ont effectivement des problématiques de performance, parce que ils sont comme tous les autres ados, ils ont effectivement leurs écrans et évidemment d'autres sujets qui effectivement les captent longtemps pendant la nuit, et le lendemain c'est difficile.
Qu'est-ce qu'un bon jeu vidéo pour passer du sport électronique au sport physique, au sport réel? Est-ce que les éditeurs de logiciels sont conscients qu'il peut y avoir des modes de jeu qui incitent après le jeune à aller faire ça en vrai, dans la vraie vie? Effectivement, donc c'est tout l'intérêt, c'est de se dire que le jeu, ça reste du jeu. On peut jouer sans écran, on peut jouer sans télé, on peut jouer effectivement donc, aussi dans du virtuel. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir effectivement ne pas oublier donc déjà d'avoir un temps limité. Donc ça, c'est important parce que, comme je vous l'ai dit, on n'a plus cette notion du temps. Donc si on n'a pas à un moment donné un temps limité, que ce soit externe, environnement ou interne lié au jeu, donc c'est une responsabilité donc de limiter le temps de jeu. Là, aujourd'hui, ça suffit. Donc tu reviendras demain si tu veux. Donc ça, c'est le premier élément. Alors ça génère de la frustration parce que c'est de la dépendance comportementale. Et donc il y a aussi d'autres types de jeux qui sont les jeux effectivement activité physique. Il y a eu une époque où il y a eu une tentative effectivement, et ça continue un peu, mais il n'y a pas suffisamment de paquets dessus sur par exemple les jeux de danse. Donc où effectivement les jeunes effectivement vont danser. Il y a même évidemment des compétitions internationales sur les écrans via Snapchat, etc. Donc il y a une dérive même, donc puisqu'on est encore sur les écrans. Oui. Mais néanmoins, donc les jeunes bougent, ils se retrouvent et on danse et le meilleur gagne. Donc ça c'est déjà une approche positive. C'est la collectivité, ce qu'on appelle la cognition sociale, ne pas rester isolé. Donc, et effectivement, on bouge dans mon activité ludique, où effectivement j'ai du challenge, de la compétition, peut-être je peux gagner quelque chose ou pas, peu importe. Et de l'autre côté, il y a d'autres jeux qui, évidemment, sont en train d'évoluer. Je ne vais pas donner des noms d'éditeurs particuliers, mais en tout cas, pouvoir effectivement amener les jeunes en groupe, devant un écran, et de prendre du plaisir, et de se dire que la session est terminée, on passe à autre chose. Donc pas forcément de l'écran, mais une activité physique ou une activité récréative. C'est important, ou de l'art, on a parlé d'art tout à l'heure. Donc effectivement, c'est pareil, le cerveau, et c'est pour ça que c'est aussi une approche neurosciences. Pourquoi ? Parce que le cerveau a besoin de stimulus multiples. Si on veut développer effectivement l'intelligence humaine, il ne faut pas être donc borné à une action, une compétence, une voie. Il faut ouvrir l'individu, et plutôt c'est, mieux c'est. Donc c'est pour ça que l'écran ouvre évidemment nos jeunes, ils sont très compétents dans le numérique, donc on développe plein d'autres compétences. Le cerveau aime ça, mais en même temps au détriment du corps ou d'autres problématiques qu'on a pu citer. Voilà. Donc il y a une triangulation qui est nutrition, activité physique et sommeil. J'insiste sur sommeil. On va y revenir. Oui. Voilà. Et il y a une autre triangulation qui est le corps, le mental, c'est-à-dire donc le psychologique et le cognitif, qu'on sous-estime également parce qu'on peut développer le cognitif en dehors des compétences que les anglo-saxons appellent les skills. Cédric Arcos, alors on quitte l'univers du virtuel et pour revenir complètement dans celui du réel. En matière de prévention santé, il faut quand même qu'à un moment donné, le corps médical constate les problèmes, les besoins et puisse intervenir. Dans une région comme la région Île-de-France, très urbanisée mais avec des territoires très différents, est-ce que vous n'êtes pas, vous, en échec par rapport à la présence médicale dans les quartiers, à l'homogénéité de cette présence médicale? Est-ce que ce n'est pas le premier chantier ? Alors, c'est effectivement un chantier tout à fait important, et peut-être pour donner planter le décor, donner quelques chiffres sur cette spécificité francilienne. D'abord parler effectivement du champ de la jeunesse, qui pour nous est une préoccupation vraiment essentielle. Donc je le disais tout à l'heure, 3 millions de jeunes en Île-de-France, 96% qui se déclarent en bonne santé. C'est-à-dire au-dessus du 90% national qu'on a vu ce matin. Qui se déclarent en bonne santé, tout à fait. Mais qui, quand on commence à analyser la situation, on voit apparaître un phénomène là qui nous interpelle en tant que collectivité publique, en tant que responsable public, qui est une extrême corrélation entre les inégalités sociales et les inégalités de santé. Autrement dit, c'est un peu une évidence, mais c'est encore plus frappant quand on le constate, et je vais prendre quelques exemples. On a une corrélation vraiment immédiate entre sa position sociale, qu'elle soit celle de ses parents ou celle en devenir, et puis son ressenti de santé. Par exemple, on va se sentir on va se déclarer en plus mauvaise santé, en état de santé catastrophique, très corrélativement à sa position sociale. Parce qu'on confond avec globalement le confort, le bien-être, les moyens qu'on a, ou parce qu'il y a une vraie dégradation, il y a une vraie
punition médicale, santé pour les plus pauvres. Oui. Il y a un peu les deux, et malheureusement les facteurs négatifs ils vont s'accumuler. À la fois on se sent en moins bonne position et donc on se sent plus fragile, plus précaire dans sa santé, donc ça va se traduire par un certain nombre de déclarations mais aussi de comportements, et puis ça va se traduire très concrètement par des résultats de santé publique. Quand on regarde sur les grands chiffres, on a à peu près 20% des jeunes franciliens qui sont en état de surcharge pondérale. Et on a un écart de plus de 12 points en fonction de sa position sociale. Là aussi, c'est des évidences, on le sait tous, que la qualité nutritionnelle est très variante de son revenu, de sa position sociale, de son niveau d'éducation, mais c'est effectivement pour nous un sujet d'interpellation. De la même manière, en termes de santé sexuelle, qui était l'une des préoccupations qui ressortait ce matin du sondage, de la concertation qui a été réalisée, on voit que si 9 franciliens sur 10, 9 franciliennes essentiellement sur 10 ont un mécanisme de protection efficace ou de contraception, je cherchais le mot, et qui est efficace, là aussi on a un écart de 15 points en fonction de sa position sociale. Et je pourrais continuer sur les consommations de drogue, les consommations de tabac, etc., et un certain nombre de comportements dits à risque. Et donc, une fois qu'on a planté ce décor, nous, en tant que collectivité publique, on identifie la santé comme un secteur fondamental pour la préparation de l'avenir du territoire, à la fois sa cohésion sociale, mais aussi son développement économique. Sans santé, pas de possibilité pour nous de réussir notre projet de développer économiquement la région, d'en faire un territoire attractif, favorable aux investissements, un territoire également qui va faire envie qu'on vienne s'installer, qui va également faire envie pour exporter notre savoir-faire. Donc on doit agir sur ces questions de santé. Et en matière de jeunes, on doit également agir très spécifiquement, d'abord sur ces déterminants de santé, et pour répondre à votre question après un petit détour, sur la question effectivement de l'accès aux soins. Et donc on va avoir, nous, une intervention là en tant que région, qui va être à la fois d'agir sur des actions de prévention en fond de cours. Effectivement, la prévention, elle est extrêmement locale, mais il y a quand même des infrastructures de prévention qui doivent être mises en place. Il y a un certain nombre de réseaux. Le premier réseau, c'est celui de l'éducation, et là, nous, on intervient directement dans les lycées. Je vais citer un exemple. Vous avez la tutelle des lycées. On a la tutelle, l'organisation des lycées. On va travailler. On va également travailler très fortement avec les départements qui, eux, ont la responsabilité des collèges. Bref, on essaye d'organiser, en tant qu'autorité politique, j'allais dire, un continuum des acteurs de santé pour essayer de mettre des briques, encore une fois, de créer un écosystème, pour le dire plus savamment, favorable à la santé. Puis après, on va agir, donc non seulement sur la prévention, on va agir sur les comportements en tant que tels, pour les corriger, sur l'accès aux soins, là aussi pour favoriser l'accès à la contraception, très concrètement. Donc là, nous, en région Île-de-France, on a créé des applications, un site qui s'appelle iPass Contraception, qui est en fait une cartographie très simple dans laquelle on donne à tout jeune en galère les réponses pour savoir, après un rapport non protégé, après une question particulière sur sa santé, que faire et où trouver de l'aide, vers qui aller, en se géolocalisant. Donc c'est un système très simple auquel on a l'habitude, mais très souvent les outils de prévention sont éloignés du quotidien des jeunes. Donc là, je clignote là où je suis sur le territoire, et j'ai à proximité tous les centres de consultation médecins en secteur 1 ou sans aucune avance de frais. Et si jamais en difficulté, là, nous aussi, on apporte un certain nombre de propositions. Et puis le troisième axe de notre intervention, ça va être d'agir sur les infrastructures. On parlait des questions de l'accès au sport, on parlait du coaching, on parle également de l'innovation. On va essayer de dire dans nos choix d'investissement, qu'est-ce qui va être favorable à la santé, avec une conviction extrêmement forte, alors qui est très santé publique, mais c'est la santé doit être prise en charge, doit être appréhendée, abordée par l'ensemble des politiques. Un bon état de santé, une bonne prévention chez les jeunes et les moins jeunes, c'est un accès sur le sport, c'est un accès sur la manière de concevoir les villes, c'est un accès sur le logement, sur les transports, sur la formation, sur l'agriculture, la manière dont on va gérer nos sols, etc. Et ça, c'est assez nouveau, c'est notre préoccupation. On essaye de mettre cet ingrédient, quelque part cette obsession santé, dans toutes nos politiques. On l'a vu ce matin aussi, il y a une transversalité de cette problématique. C'est vraiment une transversalité qu'on ne sait pas bien faire, que notre système ne sait pas bien faire, parce que c'est un système très, très cloisonné, très siloté, que le système de santé. Et nous, on essaye, en tant qu'acteur relativement neutre finalement, qu'est la région, de mettre cette transversalité, puis de pousser ces projets un peu en commun. Un mot sur le sida. On sait que la région est particulièrement touchée. Ouais. Évidemment, pour les jeunes, c'est un risque majeur. Vous avez une
politique spécifique et éventuellement des résultats? Alors, on a une politique effectivement spécifique très, très forte. C'est 50% des cas de sida en France sont en Île-de-France. Évidemment, c'est pas une singularité française, puisque toutes les autres grandes capitales mondiales, du fait du brassage de population, du fait d'une surexposition et également de certains comportements à risque, font qu'on a une prévalence extrêmement, extrêmement forte. Alors là, c'est une action qui est menée depuis plus de 30 ans maintenant par la région Île-de-France, qui avait développé d'ailleurs un organisme, une structure ad hoc qui s'appelle Île-de-France Santé Sida Jeunes, qui va, donc nous on a une quarantaine là, de professionnels qui vont faire des animations, qui vont dans les lycées, qui vont dans les festivals, et donc la région est le financeur de cette organisation, mais on a choisi de le dédier pour avoir des actions de prévention. Et les résultats sont plutôt bons. On a déjà eu les premiers résultats de Paris, avec la ville de Paris, avec lequel on travaille en étroite coopération avec les autres également acteurs institutionnels, où on voit effectivement l'efficacité. Donc on agit nous par exemple sur les traitements comme la PrEP avant exposition, on agit sur les centres de dépistage, sur des campagnes de promotion, et on voit pour la première fois des résultats significatifs puisque les taux commencent à diminuer, donc preuve que l'action publique, quand elle est déterminée, surtout quand elle est menée en commun, elle peut agir. Et puis ce qu'on essaye de faire, ça concerne le sida, ça concerne d'autres pathologies, c'est d'utiliser, pour faire le lien avec la précédente intervention, c'est d'utiliser les nouvelles technologies. Très concrètement, on a nous tout un plan sur l'addiction aux écrans qui est assez rejeté effectivement par les jeunes, mais on essaye malgré tout d'éduquer plutôt que de dire c'est tout ou rien, c'est plutôt de dire voilà comment vous pouvez vous en servir. Donc, très concrètement, cette année, on a fait un choix politique très fort qui est de numériser la totalité des lycées d'Île-de-France. Donc, on a passé aux tablettes et à l'ordinateur portable, les lycées franciliens qui étaient volontaires. Donc, là, on en a un peu plus de 50% de lycées qui se sont déclarés volontaires. Donc là, on a remis gratuitement des tablettes et puis des ordinateurs dans les lycées. On y a mis les manuels scolaires pour alléger les cartables, mais surtout, on y met des outils de prévention. C'est-à-dire qu'on a dans les portails, on va avoir des messages de prévention, on va avoir notre site dont je parlais tout à l'heure d'IPAS Contraception, on va avoir des références, des bons comportements, et c'est que le début, par définition la rentrée est encore toute fraîche. On va essayer d'en faire un outil qui va participer, qui va être un compagnon de la santé du jeune, et non pas un ennemi sur lequel il faut choisir. Alors ça demande beaucoup de subtilité, ça demande aussi de diversifier les acteurs, les partenariats, c'est encore une fois ce qu'on essaye de faire, idem avec les acteurs du jeu vidéo, où on essaie là aussi de voir comment est-ce qu'on peut travailler, on a des discussions avec Ubisoft par exemple, pour voir comment est-ce qu'encore une fois on peut sortir nous de notre cadre, comment est-ce qu'on peut penser un peu moins institutionnel, un peu moins moralisateur, pour trouver des solutions vraiment très concrètes, mais qui s'inscrivent dans une politique globale qui va toucher l'ensemble de nos compétences et de nos compétences également. C'est l'application, quoi, l'application qui permet d'être direct dans la poche des jeunes. Thibaut, comment êtes-vous passé de la lutte contre l'obésité à la lutte contre le manque de sommeil, et en quoi c'est la même lutte finalement ? Alors, au départ, donc, le programme est parti justement sur un sujet de prévalence de surpoids et d'obésité qui est grandissante depuis, on va dire, les années 60, et encore aujourd'hui, au vu des derniers chiffres. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'interactions. On voit aujourd'hui le champ du sport santé qui est grandissant. On parle d'APS, d'activité physique et sportive sur prescription. Comme l'a très bien dit le docteur Eudes Ménager, l'importance du sommeil, qui est aussi liée à nos conduites, et où finalement, on a fait une thématique, je prends l'exemple par rapport au sommeil, sur le sommeil des 4-11 ans, parce que souvent, on copie le sommeil des enfants sur celui des adultes. Parce qu'on ne sait pas trop qu'un enfant en cycle 1, donc qui est en maternelle, doit dormir jusqu'à 12 heures par jour. Et en final, on ne sait pas trop. Et comme les programmes de télévision, d'ailleurs, c'est un vrai sujet pour le CSA, commencent de plus en plus tard, parce que ça ne correspond jamais aux horaires qui sont indiqués, par exemple. Oui. Et puis, on a les programmes qui se terminent de plus en plus tard. Donc, en fait, on mange de plus en plus tard, et on a en plus la perturbation des écrans tardivement. Et donc, en fait, le sommeil est un sujet qui, pour moi, est majeur et grandissant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas une pathologie. On a des experts, mais qui sont un peu partout. Ça touche l'ensemble des jeunes, le sujet qui nous rassemble, de la plus petite enfance, parce que les pédopsychiatres vous disent faut éviter les écrans avant 3 ans. Sauf que c'est pas facile d'éviter les écrans avant 3 ans. Et évidemment, les jeunes un petit peu plus âgés. Donc, l'idée, c'est de toucher. Donc, on est toujours focalisé sur la prévalence du surpoids et de l'obésité parce qu'on peut le mesurer, mais on travaille vraiment sur l'ensemble des déterminants de santé et en touchant les enfants dès le primaire, parce que c'est là où on a les transformations et on peut
anticiper et être en prévention. Et sur le sommeil, on peut leur parler dès le primaire. Bien sûr, il y a des jeux, bien sûr. Et puis dans le périscolaire, quand vous avez, par exemple, vous accueillez des enfants à partir de 7h, 7h30 en garderie, vous pouvez faire des jeux, vous pouvez faire des actions. Et donc on a des outils vraiment orientés avec des techniques de marketing social pour changer les comportements, qui sont à destination des enfants autour de jeux, de jeux de cette famille, autour de jeux de cartes, voilà, entre autres. Et puis également à destination des encadrants, donc des gens qui les touchent. Donc on a formé par exemple des infirmières scolaires, parce que le sujet du sommeil c'est compliqué et c'est pas un sujet qui est habituel en prévention historiquement. Mais on forme aussi, on donne des outils aux parents, parce que les parents, si je donne quelque chose, un conseil sur par exemple l'alimentation. Et l'alimentation à l'école correspond à 5 repas par semaine. Le reste, c'est à la maison. Il faut aussi qu'il y ait des choses qui soient véhiculées et transférées aux parents. Toujours en n'étant pas dans la coercition, en n'étant pas dans la stigmatisation et dans l'interdit. Encore une fois, l'être humain fuit l'interdit. Et je ne suis pas pédopsychiatre et expert dans ce domaine-là, mais voilà, c'est pas en interdisant. On voit les résultats qui ont été obtenus sur la cigarette. C'est une multitude de facteurs, comprenant le prix, etc. Mais c'est pas parce qu'on met des poumons et on dit fumer tu que c'était très bien dit d'ailleurs dans la vidéo tout à l'heure. Au bout de 3-4 fois, on le voit plus, quoi. Ouais, on le voit plus. Même s'il y a eu sur cette lutte-là une prise de conscience collective, à un moment donné, on s'est dit, bon, il y a trop de morts, c'est trop bête. Est-ce que sur le sommeil, par exemple, le manque de sommeil, on est à ce point de prise de conscience ou pas? On a l'impression que non. Que les gens se disent, c'est pas si grave, allez, 1 heure de sommeil en moins, je me suis tellement amusé, j'ai appris des choses, ça valait le coup. Mais je pense qu'on en est encore loin. Si je prends l'exemple du sport ou de l'activité physique, et d'ailleurs qui apparaissait très peu dans les sujets, comme le stress, l'activité physique et donc les écrans, je pense que tout est lié, parce que forcément, quand on est face à un écran, à moins de faire des jeux un peu spécifiques, on n'est pas trop dans l'activité physique, c'est un petit peu incompatible. Donc il y a des choses à trouver, il y a des innovations, il faut se servir de la technologie non pas comme une contrainte, mais plutôt comme un levier. Et encore une fois, d'être dans l'attractivité plutôt que dans la contrainte et dans l'injonction, parce qu'on sait que ça ne marche pas. Est-ce que c'est pas, docteur, une bataille perdue, cette bataille du sommeil, dans la mesure où quand on joue, bon, il est 4h du matin en France, mais il est 4h l'après-midi quand mon partenaire en Australie joue avec moi, donc le problématique du sommeil, elle ne peut pas être partagée. Et puis, encore une fois, on n'a plus des vies où on va soulever des cailloux ou casser des cailloux pendant 18 heures par jour, donc on a peut-être moins besoin de récupérer par le sommeil. Déjà, comme on l'a évoqué, c'est une question aussi de culture familiale aussi, éducative, familiale ou scolaire. C'est-à-dire que si on ne parle pas du sommeil très tôt, donc si on n'accompagne pas en disant que c'est important, que tu seras moins énervé, donc que tu pourras faire des activités plus longtemps, parce que souvent, au bout d'un moment, ils fatiguent aussi intellectuellement, et donc ils seront plus performants, et ça à tous les âges de la vie finalement. Donc il y a une problématique effectivement de méconnaissance, et vous savez, la méconnaissance ou l'ignorance tue. Tout simplement, donc il faut que on parle plus du sommeil pour tous les âges de la vie. Ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, effectivement, le sommeil, comme je vous l'ai dit, souvent les seuls. Donc, quand sauf pour des professions qui sont nocturnes. Moi, j'ai fait beaucoup de garde, donc il y a eu un impact. Mais en l'occurrence, c'est une activité qui est difficile à évincer si c'est votre activité professionnelle. Par contre, c'est une éducation et c'est un cadre de vie. C'est-à-dire qu'il faut mettre des cadres. Donc, si on ne met pas de cadre aux enfants très tôt, donc ça part dans tous les sens et ensuite on ne peut plus rattraper le cadre, on ne peut qu'accompagner, sensibiliser, et la sensibilisation effectivement on l'a vu, elle a évolué aussi dans les pouvoirs publics donc de prévention, c'est-à-dire qu'elle était toujours très généraliste et finalement elle se personnalise quasiment de plus en plus, parce que finalement si je me reconnais pas dans le message, il passe à côté. Donc, et ensuite, est-ce que je suis prêt à entendre ce message? On l'a dit, si on veut le forcer, ça ne va pas passer, surtout pour des adolescents, si on parle d'adolescents. Donc, c'est aussi se connaître. Donc, et nous, on accompagne aussi sur l'inventaire de personnalité, parce qu'on s'est rendu compte qu'un certain nombre de jeunes ne se connaissaient pas. Et en se connaissant mieux, donc, on a aussi des courants de communication différents.
C'est-à-dire, donc ça, c'est un langage particulier que de savoir communiquer avec son interlocuteur. Vous dites pas le même message à tout le monde. Donc il faut pouvoir le faire. Alors c'est difficile à grande échelle, mais quand on est sur le terrain, c'est là où on a la possibilité de faire passer des choses fortes. Ouais. Le docteur se réjouit de la fin prochaine du changement d'heure, heure d'été, heure d'hiver, pour la santé des jeunes. Pour tout le monde, en fait, ça perturbe. C'était une brutalisation quand même. Oui, enfin bon, après c'était un choix, mais effectivement, il faut se rapprocher de la physiologie. Donc généralement, si on dort à la fenêtre ouverte, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose, s'il fait froid et puis le soleil très tôt, si on passe. Mais néanmoins, on se réveille spontanément en fait. Dans le rythme naturel. Dans le rythme naturel. Donc si on casse ce rythme naturel, on se décale. C'est comme finalement, même si c'est un extrême, c'est le jet lag. On est déphasé et on a 3 ou 4 jours de récupération. Et bien si on cumule ça dans la vie, on perd tout simplement la physiologie va s'adapter pour certains et pas pour d'autres. Donc il faut considérer la physiologie. Ça c'est la base. Donc finalement d'une approche préventive, c'est ne pas forcer finalement la nature des gens. Bien sûr. Juliette, je suis sûr que c'est pas du tout une problématique unicité, parce que vous, c'est Noctambule qui vous adressez aux jeunes. Mais pas uniquement. La question du sommeil, par contre, ça c'est une vraie problématique. On le voit. Donc je vous disais, on accueille 8000 jeunes à peu près par an. Dans ces jeunes-là, sans faire de clichés, on en a 20% qui viennent des quartiers prioritaires. On en a 40% qui n'ont pas le bac. On en a 17% qui sont mineurs. Donc quand on est mineur en service civique, c'est qu'en général, on a un peu décroché de l'école. Et la question du sommeil et de ce qu'ils font de leur vie en dehors du moment où ils sont avec nous, on le voit directement, a un impact sur la façon dont ils vont mener leur projet et leur mission. Et ce qui est intéressant, on parlait de cadres à poser très tôt. Nous, on prend les jeunes une fois que ces cadres-là ont ou n'ont pas été posés. Mais dans l'accompagnement de ça, la motivation des jeunes à réussir leur mission, c'est-à-dire se dire demain j'ai un atelier santé à animer ou j'ai une personne âgée isolée à aller visiter, ça on retrouve un moteur qui va faire que du coup ils vont se dire ah oui ok là j'étais pas à l'heure ce matin, mon coordinateur m'a un peu tiré les oreilles, mais surtout il y a quelqu'un qui m'attendait, mon équipe m'attendait, on avait besoin de moi, j'ai pas été au rendez-vous. Et donc ça c'est un moteur hyper puissant. Ah oui, il n'y a pas que les veilles d'examen qu'on se couche tôt, il y a aussi quand on a une responsabilité. Et quand on sait qu'il y a quelqu'un qui nous attend en fait, et que on compte sur nous. Et ça c'est hyper important. Et le service civique, que ce soit sur les missions dont on a parlé, mais plus généralement, est vraiment, moi je pense peut avoir un impact très fort sur la santé des jeunes sur ces choses-là, parce que quand on a confiance en soi et quand on décide on se rend compte qu'on peut être utile et qu'on prend sa vie en main à un moment pour donner 6 mois ou 1 an de sa vie, ça a des effets aussi durablement sur sa propre santé, parce qu'on se dit si je suis pas en bonne santé, de toute façon ce que je veux faire je vais pas y arriver. Donc oui, on se structure, on se discipline aussi pour ça. Voilà, donc on va avoir des noctambules, mais pour tous ceux qui sont avec nous en journée, c'est un vrai sujet. Je voudrais terminer par un petit tour sur les blocages que vous rencontrez dans vos activités, c'est-à-dire les verrous qu'il faudrait faire sauter. Par exemple, dans une action puissante comme celle d'une collectivité locale, avec beaucoup de fonctionnaires, avec beaucoup de moyens, est-ce qu'il y a des blocages institutionnels, c'est-à-dire il y a des secteurs entiers de notre organisation qui résistent aux actions de prévention parce qu'ils ne sont pas faits pour? Est-ce que ce sont que des blocages individuels, un proviseur de lycée, un médecin qui n'est pas sensible à cela, ou est-ce que c'est uniquement un blocage d'argent, si on sait ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas d'argent, il n'y a pas assez pour tout faire? Je crois que le principal blocage... Est-ce que ça marche? Sinon on va prendre le rouge, sinon. Allez, prenons le rouge. Voilà. Fonctionner celui-ci. Le rouge marche. Le rouge marche. Donc le principal blocage qu'on retrouve dans toutes nos questions, c'est d'une façon générale le cloisonnement extrêmement fort de notre secteur, du secteur de la santé. C'est-à-dire qu'il y a souvent beaucoup de volonté, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'agir, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de travailler ensemble ou qui savent ou qui ont les moyens de travailler ensemble. Parce que les financements sont très séparés, et ça c'est une problématique majeure, parce que les institutions elles-mêmes sont séparées, et parce que finalement c'est dur, ça demande une vraie exigence, une vraie, finalement parfois aussi mise en péril, de voir un peu là une action échapper, que d'agir de manière transversale. Pour moi, c'est la principale difficulté qu'on rencontre. C'est pas vraiment une question d'argent, parce que l'argent, globalement, il existe. Il y a déjà beaucoup d'argent dans notre système de santé, 200 milliards d'euros qui est consacré chaque année
au système de santé. Donc l'argent, il existe. Des blocages individuels, finalement, assez peu dès lors qu'on arrive à raconter des belles histoires. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire de décloisonner, de créer un intérêt à agir et d'agir avec toutes les parties prenantes. Si vous me permettez juste un mot pour réagir un peu aux interventions précédentes, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en matière de prévention, c'est qu'on oublie souvent, trop souvent, un acteur qui est essentiel, sont les parents. Et en fait, moi, j'avoue, en tant que professionnel de santé, avant de rejoindre la région, je n'avais pas forcément en tête cet élément-là. Et c'est vrai qu'on pense souvent émetteur, collectivité publique, professionnel de santé vis-à-vis du récepteur qui est le jeune, en oubliant un peu la case parent. Et on l'a vu dans le sondage. Ils disent mais parlez à nos parents, parlez à nos profs, éveillez-les. C'est exactement ça. Et nous, moi, dans les obsessions que j'essaie de transmettre un peu aux équipes et puis dans la manière de travailler, c'est de dire, notre première exigence, c'est de faire des parents des relais, des partenaires de la prévention, parce que c'est un peu basique ce que je dis, mais il n'y a que si on a tous le même discours qu'on va pouvoir avoir un effet. Je prends un exemple. En Essonne, on a choisi de travailler sur les questions de prévention pour les jeunes qui rentrent en 6e, parce qu'on sait tous que c'est une période extrêmement source de stress pour les enfants comme pour les parents. Et puis c'est la période où les grands problèmes commencent à arriver, où il y a l'introduction du jeune dans le grand bain, entre guillemets, avec un certain nombre de tentations. Le sommeil va se réduire, les stupéfiants peuvent apparaître, le harcèlement, j'en passe, et des meilleurs. Et là, donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ne pas avoir un discours moraliste, d'éviter la plaquette qu'on distribue sans aucune conviction en disant voilà tout ce que vous n'avez pas le droit de faire et puis voilà ce que vous avez le droit de faire. Et on a essayé de faire quelque chose, alors c'est honnêtement très difficile parce qu'il a fallu réunir tout plein d'acteurs, le rectorat, l'éducation nationale, les collectivités locales, régions, départements, villes, les proviseurs, etc., etc. Donc ça fait énormément de monde à réunir. Mais globalement, on a fait en fait des petits temps au moment des journées d'accueil des parents, parce que c'est à ce moment-là qu'on a encore les parents, qu'on arrive à les toucher, et on s'est adressé aux parents avec leurs enfants en leur disant voilà le guide de survie, voilà à quoi il peut être confronté, on essaie de ne pas les angoisser, mais surtout en disant si problème, voilà surtout à qui vous pouvez vous adresser, voilà comment ensemble on va pouvoir travailler. Et c'est la deuxième leçon entre guillemets que je retire de cette action, c'est il faut créer un environnement qui sécurise les jeunes. Ça c'est vraiment également pour moi très important, c'est-à-dire que le jeune ait bien la perception qu'on va se travailler ensemble et qu'on va lui résoudre son problème. C'est très très vrai sur les questions de harcèlement scolaire, où il y a besoin vraiment de mettre en place un collectif, mais c'est vrai aussi sur les problèmes de stupéfiants, c'est vrai sur les problèmes d'échecs scolaires ou d'autres pathologies. C'est vraiment de créer un continuum et puis après d'être capable d'utiliser le bon levier avec le jeune. Et c'est là que les expériences du sport, c'est là que les jeux vidéo, c'est là que finalement, chaque solution peut avoir un atout, mais créer un collectif, sécuriser et surtout pas oublier les parents dans les politiques de santé publique qui sont malgré tout, je crois, un peu oubliés assez souvent. Thibaut, où est-ce que ça résiste ? Des collectivités qui ne veulent pas entendre parler de ça, des restaurateurs et des vendeurs de nourriture qui vous disent surtout vous ne mettez pas les pieds chez moi ? Alors moi je rejoins totalement Monsieur Arcos. Pour moi il y a vraiment deux choses. Il y a d'abord le besoin de remettre de la prévention qui ne descende pas de tout en haut. On a vu la limite du programme national nutrition santé dans les dernières évaluations, quelque chose qui descend, des grandes communications nationales, et on sait que ça touche pas la cible. Donc le besoin de proximité, et à la limite, je disais tout à l'heure en aparté, c'est le seul bénéfice de notre crise des Gilets jaunes, c'est ce besoin d'agir et de besoin de proximité. Et je pense qu'en santé, aujourd'hui, on a besoin d'être là-dessus, et je rejoins pleinement. Donc ce besoin de proximité, de se dire que ça part de là. Et le deuxième axe, c'est aussi ce besoin de décloisonner. Alors moi, j'irais même au-delà de ce que vous avez dit, c'est-à-dire le besoin de décloisonner. Ça peut être impulsé par la puissance publique, et ça doit l'être sur un certain nombre de sujets, mais aussi il faut embarquer les acteurs privés. Et moi, je milite très fortement pour embarquer, faire du partenariat public-privé, ce qui se fait dans des installations sportives, ce qui se fait dans le domaine du sport, mais en santé publique, c'est compliqué. Donc je félicite et je remercie déjà la Fondation Ramsay Santé pour cette initiative, parce que tout le monde peut être engagé dans une démarche de prévention, et personne n'a intérêt à avoir une population, qui plus est de jeunes, en mauvaise forme. Donc voilà, le besoin de décloisonner, ça n'est pas que de l'argent public, la santé, mais que tout le monde peut agir. Là, il y a une barrière politique et psychologique, quoi. Public-privé, forcément le privé va chercher le profit. Voilà, mais on peut aussi réfléchir et se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui l'agroalimentaire, alors qu'on vit une forme d'agro-bashing, a intérêt à avoir une population obèse ? Voilà, il faut juste se poser les bonnes questions et de se dire qu'on peut, plutôt que d'aller uniquement toujours par la contrainte, mais par l'adhésion. Bien sûr. Voilà. Et l'intérêt partagé, le gagnant-gagnant. Juliette, qu'est-ce qui bloque ? Où sont les verrous ? Où sont vos adversaires ?
Nos adversaires. Alors, parler d'argent, ce serait trivial et je vais pas le faire parce Mais qu'une ça joue un peu association, quand même. elle veut toujours faire Bien plus sûr. et accueillir plus de jeunes et faire plus d'actions. Donc, il y a un moment, ça, c'est un blocage. Non, le plus gros blocage aujourd'hui, c'est la confiance qui est faite aux jeunes. C'est-à-dire que ce qu'on va nous opposer, c'est de dire non mais attendez, vous envoyez des jeunes parler de santé, ils n'ont pas de blouse blanche, c'est pas des professionnels. Ok, vous leur faites 50 heures de formation, c'est énorme pour un jeune, 50 heures de formation sur des sujets de santé, mais qu'est-ce que c'est que ça sert à rien. Et pourtant, on l'a dit on l'a dit aussi ce matin, il y a un mur, et l'enquête elle le révèle, il y a un mur entre les jeunes et il y a un mur entre les institutions, les parents, etc. Et nous, on est convaincus par ce qu'on fait que justement des jeunes en service civique ou des jeunes qui parlent à des jeunes permettent de passer par-dessus ce mur dans les deux sens. Sur le programme Repère Santé dont je vous parlais, on fait un monitoring très précis de ce que ça produit, pour être sûr qu'on ne fait pas n'importe quoi et que justement quand on nous oppose, mais les jeunes n'ont rien à faire dans des sujets de santé, on sache de quoi on parle. Aujourd'hui, quand on interroge les jeunes, on fait passer un questionnaire à tous les jeunes qui sont dans nos parcours santé, donc qui rencontrent des jeunes en service civique. À 93%, ils disent « je fais confiance à ce qui m'est dit sur la santé par d'autres jeunes ». Donc ça, c'est énorme. Le père tout père, quoi. Voilà. Exactement. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est à 83%, je me suis posé des questions que je ne me serais pas posé tout seul et que je ne me pose pas avec mon environnement habituel. Donc ça, c'est pareil, c'est encore une passerelle. Et que nous disent les professionnels de santé qui voient du coup les jeunes, donc si par exemple on prend une MJC qui va faire des ateliers santé puis qui à un moment va avoir un atelier en pair à pair, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent à 90%, je veux que vos jeunes reviennent parce que ça marche et je vois un comportement, un changement de comportement et une façon d'adresser ces questions différentes après avec les jeunes que je continue à recevoir dans mon établissement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, la confiance faite aux jeunes. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que nos jeunes, quand ils interviennent, quand ils vont faire des ateliers, ok, au départ, on les forme, on leur donne des kits, mais surtout, on laisse place à leur créativité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai parlé tout à l'heure d'un jeu. Il y a un jeu, effectivement, qu'on a accompagné, qu'on a produit avec des belles cartes lisses, etc. Mais on en a 12 ou 13 autres des jeux en 2 ans qui ont été conçus par les jeunes eux-mêmes en se disant, tiens, là, j'ai rencontré un groupe, je dois les revoir dans 1 mois et ils veulent qu'on parle de harcèlement sexuel à l'école, par exemple. Comment je vais leur parler ? Parce que moi, ce que je vois sur Internet, moi, les plaquettes que je vois, que je connais, ça ne me parle pas. Donc, comment moi, j'aimerais qu'on fasse avec moi et comment je vais parler ? Et donc, on a petit à petit une mallette pédagogique qui s'enrichit de ce qu'ont créé eux-mêmes les jeunes en se disant, si moi, on devait me parler, qu'est-ce qu'on me dirait et comment je le dis aux autres ? Et donc, voilà, le blocage aujourd'hui, c'est de faire confiance aux jeunes pour justement agir, être capable, en les encadrant et en les aidant, en leur donnant les moyens de le faire, d'aller parler à d'autres jeunes. Parce qu'on est convaincu que ça a un vrai impact et c'est pas l'alpha et l'oméga et la solution unique et tous les acteurs, on parlait de moins travailler en silo, tous les acteurs doivent converger et travailler ensemble. Faire confiance. Voilà, faire confiance aux jeunes et les mettre au centre en fait de cette problématique puisque ce sont les premiers touchés. Eudes, quel blocage à faire sauter dans votre domaine ? Les résistances des milieux professionnels, des vendeurs de logiciels ou bien une certaine surdité des jeunes qui veulent rester dans leur bulle ? Surdité, non, je ne pense pas qu'il y ait de surdité. En fait, ils savent très bien, pour certains, ce qu'ils font. D'autres ne le savent pas parce qu'en fait, ils sont dans leur mode de pensée, de leurs habitudes, en fait. Et c'est pareil, comme je disais, l'ignorance tue, les habitudes, mauvaises habitudes tuent. Donc, il faut pouvoir effectivement les amener à changer. Donc ça, c'est un cloisonnement. Le cloisonnement, il passe effectivement, comme on l'a dit, par la discussion avec les parents, que les parents comprennent, qu'ils puissent se rapprocher, qu'ils puissent partager plus et qu'ils puissent jouer ensemble. Donc, ou en tout cas, maîtriser la consommation. Rentrer dans l'univers. Voilà, et ça peut être réciproque demain. C'est-à-dire que nous sommes tous adultes avec aujourd'hui nos smartphones. Donc, même à la maison, etc., on parle du droit à la déconnexion. Et donc, il faut casser ces cloisonnements. Donc, tous les nouveaux pères de famille et mères de famille là, de génération actuelle ont joué à la PlayStation ou à la Game Boy. Donc, on est en train d'entrer dans une période où les parents ne peuvent pas dire de quoi il me parle, qu'est-ce que c'est, je ne connais pas. Voilà, non, mais néanmoins, il y a d'autres. Sur les écrans, il y a les réseaux sociaux, donc ils ne connaissent pas forcément tous les réseaux, qu'est-ce qui s'y passe. Donc il faut s'y intéresser, parce qu'il y a aussi le danger. Je parle de sécurité des pratiques, c'est aussi le danger de méconnaissance. Où est-ce qu'on va avec ça et qu'est-ce qui se passe demain ? Et là, il y a des blocages. Parler de suicide des jeunes, quand vous ne dormez pas, quand on se fout de vous, au bout d'un moment, effectivement, si on a une fragilité, une personnalité fragile, empathique,
voilà, ça peut vite se dérouler mal comme histoire. Donc il faut décloisonner justement ces discussions entre professionnels de santé. Souvent il y a aussi un corporatisme. Toi, infirmier, tu touches pas à mon précaré. J'en parle, je suis médecin, donc je me permets de parler au nom des médecins. Où voilà, on cloisonne tout un tas de sujets. Il faut laisser la parole aux jeunes avec leurs mots. Il faut évidemment qu'ils soient formés. Il faut former des nouveaux métiers, donc de prévention. Il y a de la création d'emplois là-dedans. Donc même s'il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui en France sur la prévention, parce que c'est très subventionné ou c'est effectivement très sponsorisé, je pense qu'il est temps de réfléchir au décloisonnement. On l'a vu que le décloisonnement se fait sur le plan gouvernemental depuis quelques années, puisqu'on parlait que de sport, puis de nutrition, puis de sport, nutrition sportive. Maintenant c'est sport santé. On avance, donc il faut décloisonner tout ça. Il faut avoir une vision globale. Effectivement, le financement n'est pas toujours non plus très facile pour justement les structures non-profit. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai moi peut-être une méconnaissance des structures de financement pour ce type d'action. Et donc, ça fait partie aussi de l'information qui doit être peut-être plus simple, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs. Et peut-être qu'il faudrait à un moment donné qu'ils se réunissent pour faciliter avec un portail unique de financement de projets, on va dire, sociétal. Un dernier mot, Cédric, et puis après, Oui, juste un dernier mot, si vous m'autorisez peut-être une prolongation un petit peu plus politique au sens institutionnel. Moi, je trouve que cette question de la prévention, elle est extrêmement intéressante, et vraiment merci à Ramsey d'avoir mis à l'honneur ce thème-là. C'est intéressant parce que je trouve que la question de la prévention, elle est assez révélatrice des faiblesses de notre système de santé, c'est de ces imperfections, de ces difficultés actuelles et des grandes tensions que le système vit, mais en même temps révélateur aussi du chemin qu'on pourrait prendre pour rénover notre système de santé, en tout cas résoudre ces difficultés. Ce que je veux dire par là, c'est que d'un système extrêmement cloisonné, extrêmement descendant, on voit, et la prévention nous le montre, que pour que ça marche, pour redonner du sens, pour redonner de l'engagement chez les professionnels de santé comme chez les concitoyens, on a besoin de proximité, réellement, et donc je pense qu'on a besoin de faire depuis, par, avec les territoires, et plus seulement d'un niveau extrêmement national de grands plans sur lesquels on a excellé, mais qui aujourd'hui montrent leurs limites. On voit bien que notre système, il progresse pas autant qu'il devrait progresser, en tout cas il progresse pas à la hauteur des moyens qui lui sont consacrés. On en a, je pense, très clairement pas pour notre argent. Aujourd'hui, en tant que contribuable, en tant que concitoyen et en tant que consommateur finalement de santé, donc besoin de proximité et besoin de transversalité, c'est un grand mot, mais je crois vraiment aussi que partir du territoire peut être l'une des conditions, l'une des réussites également, de faire de la santé autrement et de considérer que la santé, ce n'est pas que le soin, et que la santé, c'est bien d'autres choses. On oublie un peu les fondamentaux de l'Organisation mondiale de la santé, qui rappelle, c'est une petite leçon d'humilité pour tous les professionnels de santé, 20% seulement de l'amélioration de l'état de santé, c'est de l'offre de soins. Tout le reste est ailleurs, 80% c'est ailleurs. Et je crois aussi, vous parlez tout à l'heure des conflits que notre pays a traversés ces derniers mois, qu'il y a un vrai besoin de santé dans notre pays, au sens, un vrai besoin de réappropriation. La santé ne doit pas être un sujet d'expert, on en est ici, mais on doit en être là pour éclairer. Elle doit d'abord être avant tout un sujet éminemment politique, un sujet de débat, un sujet de territoire et un sujet d'appropriation qui, à mon sens, vraiment, au lieu de diviser, peut vraiment être un facteur de rassemblement. Et je trouve que la prévention, ça nous montre quelque part un peu le chemin qui reste à parcourir, parce qu'on a beaucoup de progrès à faire sur cette question-là. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci de cet échange de vues, très roboratif, très enrichissant. Alors je vais essayer de faire non pas une synthèse de ce qui s'est dit là, puisque nous en sortons à peine, mais plutôt peut-être de comparer nos deux parties, le matin et l'après-midi. Pour tout vous dire, je suis sorti un petit peu inquiet ou un peu pessimiste de la matinée, parce que je trouvais que les constats de divergence étaient un peu effrayants. D'abord, divergence quand on abordait les problèmes à travers le pluriel du mot jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, avait dit un des participants, il y a des jeunesses, et il me semblait d'un seul coup que la problématique économique et sociale écrasait la problématique d'âge, et que l'important n'était pas d'être jeune ou d'être moins jeune, l'important c'était d'être riche ou d'être pauvre. Et que si on était riche et vieux, c'était mieux que d'être jeune et pauvre par rapport aux problématiques de prévention et d'accès à la santé. Je trouvais aussi qu'il y avait
toute une série de non-dits, de problématiques qui s'avançaient masquées, de manière de détourner le sujet, à la fois dans l'abord des jeunes, tel que l'étude de Mec.org nous la présentait, et à la fois dans les expériences de terrain qui nous remontaient. Quelques exemples. Le professeur Ruffo nous parlait hors séance ce matin du fait que selon lui, la prise de parole forte sur le coût des protections périodiques par les jeunes femmes, c'était évidemment une réalité d'hygiène, une réalité de pouvoir d'achat, mais c'était aussi une manière de protester contre une injustice. Nous sommes nées femmes et nous devons porter un fardeau mensuel, le fameux 12 fois par an de la chanson de Jeanne Chéral il y a 20 ans maintenant, que les hommes n'ont pas à porter. Donc, crions fort dans ce domaine-là, en mettant en avant la problématique de pouvoir d'achat, mais c'est un prétexte. Ce que nous voulons, c'est une reconnaissance de cette identité particulière. Donc je me disais, il y a beaucoup de messages des jeunes qui doivent être des messages un petit peu truqués ou tronqués, ou un peu masqués, un peu par ricochet. Évidemment, quand je voyais la manière dont ils évacuaient le problème des écrans, et donc du sommeil, je me disais, ben voilà, c'est une ruse de cette génération de nous parler de cela. Et je trouvais donc que cette matinée nous emmenait dans une espèce de mouvement centrifuge des problématiques et qui s'illustrait assez bien à travers les constats que nous avons eus, qui montraient l'importance du problème à travers les différences d'appréhension. Avec ce matin trois problématiques, risques. Le premier, identifié, responsabilité, recommandation. Ça a fait un peu un lien avec l'après-midi parce que je me disais, tiens, dans recommandation, il y a quand même l'idée que ces jeunes, ils veulent se prendre en charge, ils sont conscients des risques, mais ils attendent quelque chose. Donc l'action, le concret, va être un moment important. Et je suis quand même rassuré de voir la convergence, les points de croisement de toutes les pistes que nous avons vues développer cette dernière heure, c'est-à-dire que l'on travaille avec les collectivités locales sur un programme de lutte contre l'obésité, qu'on s'occupe de jeux vidéo, qu'on soit dans une collectivité régionale ou bien dans une association, finalement, à un moment donné, on parle des mêmes sujets, on identifie les mêmes problèmes et on propose des solutions convergentes. On voit tout à fait qu'entre la mallette pédagogique d'unicité et les logiciels de jeu et le ludo-éducatif d'adrénaline, il peut y avoir des points communs, il peut y avoir des collaborations. On voit très bien que la logique obésité, donc manger mieux, manger moins, donc avoir un équilibre avec un temps de sommeil régulier que porte Vivons en forme, eh bien, par rapport au jeu, pareillement, et à la bonne pratique du jeu et au cadre d'exercice du jeu vidéo, il peut y avoir des choses qui se mettent en commun. Et bien entendu, à travers l'expérience de la région et son intervention multiforme, milieu scolaire, société civile, milieux médicaux, on voit bien les convergences qu'il faut mettre en place. Et là, on n'est pas sur 3R, on est sur 3D, si j'ose dire. D'un côté, décentralisation. C'est évidemment au plus proche des gens que les solutions vont être trouvées. Il faut aller auprès des jeunes, leur parler, et si possible envoyer des jeunes pour que le contact soit direct de plein pied, qu'il n'y ait plus de distance géographique entre l'émetteur et le récepteur, qu'il n'y ait plus de distance politique entre un ministère très haut et puis des jeunes sur le terrain, et qu'il n'y ait plus de distance sociale. C'est un jeune comme moi, s'il me parle de ça, c'est que quelque part j'ai loupé quelque chose. Donc vraiment décentraliser, non seulement au niveau institutionnel, mais presque au niveau intellectuel. Décloisonner, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas l'éducation, l'institution, l'hôpital, le privé, le public, mais qu'on arrive à casser tout cela. Avec évidemment le fait que les journées n'ont 24 heures et que chacun a ses réunions, ses comptes rendus, ses reportings à faire dans son silo, dans son domaine. Mais là, il y a visiblement un gros chantier. Décentraliser, décloisonner, et puis le dernier D, c'est disponibilité. Les parents, soyez à l'écoute, les profs, soyez à l'écoute, ceux qui parlent, soyez disponibles, pas seulement pour le jeune que vous voulez toucher, mais pour tous les corps intermédiaires. Cette disponibilité qui pourrait appeler un 4e D, le D de débrouille. On a l'impression quand même que beaucoup de choses, c'est l'empirisme. On va identifier des cas individuels, puis des phénomènes locaux, des petits groupes, des portions de jeunesse, des territoires cibles, et puis pour certains cas, des phénomènes qui deviennent nationaux et qui justifient des politiques nationales. Mais le côté « soyons au plus près », donc décentralisé, et le côté « débrouille », il y a un cas précis, on va y répondre, ça sera peut-être fini dans 6 mois, ça deviendra peut-être un problème mondial dans 2 ans, ça c'est quelque chose qui me semble très, très important. Mais enfin quand même, on voit qu'à travers ceux qui sont dans la mise en œuvre de solutions, il y a quand même beaucoup de convergence. Après, il faut remettre ça dans l'histoire peut-être. Le jeune et la santé, quand on regarde les siècles passés, notamment à travers la littérature, le théâtre, la figure du héros, on voit bien que dans tout un âge médiéval et moderne, jusqu'à la Révolution française, la jeunesse, c'est la santé. On est en pleine forme, d'ailleurs on est, dans la littérature, soit soldat, soit amoureux, soit les deux.
Et forcément, ça porte l'idée de quelqu'un qui est en pleine maîtrise de ses moyens, qui a toute sa santé, dont le corps est délié, et qui en plus de ça a une sorte d'énergie vitale. Il est prêt à conquérir le monde. Ça donne un aventurier, et c'est Arthur ou Ulysse, ou ce sont tous les héros de notre littérature médiévale et moderne, moitié troubadour, moitié chevalier. On part à l'aventure, rien ne peut nous arrêter, on va décrocher la lune, on va dévorer le monde. Et ça change complètement au XIXe siècle. D'un seul coup, le jeune n'est plus le porteur du bien-être par rapport à celui qui est vieux, donc à l'époque 35-40 ans, et qui commence à perdre ses dents et à devenir un malade imaginaire ou un malade réel, un géronte. Non. À partir du XIXe, le jeune n'est plus le lieu du bien-être, mais le lieu du mal-être. C'est le jeune romantique. C'est les souffrances du jeune Werther. C'est le jeune Chatterton qui soupire et qui finit par mourir de langueur, le mal de l'époque. C'est évidemment tous les héros de Musset. Même Lorenzaccio qui mène une action politique, il est dans le mal-être, il est dans le malaise, il doute, il ne s'aime pas, il finit par assassiner un tyran par vocation républicaine, mais presque comme un suicide, puisqu'il sait qu'il va être puni et qu'il va être tué. Et tout ce côté, la jeunesse est un mal, tout ce côté confession d'un enfant du siècle de Musset, on s'assoit à la terrasse des cafés et on a le vertige, ça porte complètement cette idée mortifère du romantisme. Peut-être allié d'ailleurs à des phénomènes économiques, la révolution industrielle, le déracinement, l'exode rural, et à des phénomènes politiques, c'est-à-dire la montée du nationalisme. Et ça change au XXe. Au XXe, ça y est, on redécouvre le jeune comme l'être en pleine santé, vigoureux, qui va dévorer le monde, qui est plein d'énergie, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est toutes les idéologies qui ont embrigadé la jeunesse dans des mouvements collectifs de conquête idéologique du monde, et ça donne les jeunesses rouges ou brunes, en tout cas la conquête de l'homme nouveau, la recherche de l'homme nouveau, et dans ce délire des foules, c'est d'abord la jeunesse qui devait porter ce mouvement-là, ça va jusqu'aux jeunes gardes rouges de la révolution culturelle, où c'est la jeunesse qui a zigouillé les vieux au nom de cette force vitale. Mais on retrouvait un côté positif, mais mis au service des forces idéologiques du mal. Et puis, un côté, lui, franchement positif, c'est tout le XXe siècle démocratique avec le jeune qui, par la santé, va devenir champion sportif, va devenir, dans l'exploitation au maximum de sa force physique, mais aussi de sa capacité intellectuelle, va améliorer le sort du monde, va être mieux nourri, avec des tas d'adjuvants, un peu de lait, un peu de magnésium, un peu de vitamines, un peu de ceci, pour devenir enfin l'homme ou la jeune femme à qui la science va apporter toute la santé possible, l'épanouissement de l'homme enfin arraché à la malédiction de la maladie et de la nature. Donc on a eu les deux glorifications de la jeunesse pendant le XXe siècle, la glorification idéologique très négative et la glorification biologique, en tout cas physiologique, elle, très très positive. Et tout ce qu'on a décrit tout à l'heure, l'éducation physique et sportive, l'accès aux soins, ça a été porté depuis 1945 par toute notre culture des démocraties, c'est-à-dire tout pour que les jeunes mangent mieux, grandissent mieux, se portent mieux. Est-ce qu'on est en train de vivre un nouveau virage et de retourner comme au début du 19e dans une période où le jeune, ça sera le mal-être? Le mal-être physiologique parce que, y compris notamment dans nos contrées, la malbouffe l'emporte, la sédentarité l'emporte, on est sorti des comportements vertueux du siècle précédent. Et le mal-être psychologique parce que on va tous mourir, le réchauffement planétaire, l'apocalypse, la Troisième Guerre mondiale, et donc on instille de l'angoisse à cette jeunesse qui va prendre des conduites à risque parce qu'elle se dira mourir pour mourir, autant s'amuser, autant s'éclater. Et ça, je m'interroge un petit peu sur la lutte qu'il va falloir mener pour éviter que le XXIe siècle ne bascule dans un néo-19e, c'est-à-dire un néo-romantisme, mais mortifère. Donc ça, c'est un peu mon interrogation. Voilà ce que je voulais vous dire après cet échange des deux demi-journées.